Et il n'y a pas à être culpabilisé de dire j'aimerais que ça finisse, même sur quelqu'un qui est en train de mourir et quelqu'un qui vous est très proche. Mais le malade lui-même, il est partagé par ses désirs de mort et ses désirs de vie. Et la meilleure façon de constater que cette liberté que nous avons, eh bien, c'est de changer d'avis, c'est que quand on amène quelqu'un qui vient de se suicider, de tenter de se donner la mort à l'hôpital, on n'écoute pas sa volonté ou sa liberté. On lui sauve la vie. Très, très, très incompatible, ça. Comment? Le monsieur, il écrit « Je veux mourir et je ne veux pas être réanimé ». Puis il prend des médicaments, il arrive à l'hôpital de Dreux. Qu'est-ce qu'ils font, les médecins? Ils s'empressent de lui sauver la vie. C'est contraire à sa volonté. Sauf qu'en face de cette liberté, il y a une autre valeur fondamentale qui est la solidarité. Et que quelquefois, et surtout dans notre pays, eh bien, nous considérons qu'il faut protéger les gens contre eux-mêmes. La France est un pays dans lequel on empêche les gens de se prostituer. Ben, on pourrait dire, après tout, c'est leur choix, s'ils en ont envie. C'est un pays dans lequel on empêche les gens de se droguer. Après tout, on pourrait dire, c'est leur choix. Non, parce qu'on sait que cette liberté-là n'est pas une vraie liberté. Et que la volonté de se donner la mort est un acte de désespoir. Et que donner l'espoir en l'humain, c'est essayer justement de lui redonner cet espoir en lui sauvant la vie. Et on a raison. La preuve, c'est que 4 suicidés sur 5 ne récidivent jamais. Donc ils ont changé d'avis. Et donc ça prouve bien que quand il y a ce conflit entre la liberté et la vie, et surtout dans l'urgence, c'est la vie qui l'emporte. Et pourtant, si quelqu'un arrive au bout de sa vie, et qu'au bout de sa vie, il dit à un médecin qui lui propose quelque chose pour prolonger sa vie, et qui dit non, maintenant on arrête. Est-ce que le médecin a le droit de, contre la vie du malade, de lui prolonger sa vie? Eh bien, la réponse est non. J'ai eu une expérience, moi, quand j'étais très jeune, jeune médecin, jeune chef de service, j'avais une trentaine d'années et je suis arrivé à l'hôpital d'Antibes. Un des premiers malades que je reçois est un vieillard, un vieux monsieur, tout sec, qui, par malheur supplémentaire, était du même village corse que mon grand-père et qui donc, considérant le jeune homme en face de lui, se met à le tutoyer et à expliquer la vie. Cet homme avait une gangrène de la jambe. Une gangrène de la jambe, ça veut dire que l'artère est bouchée, ça veut dire que la jambe va pourrir et que pourrissant, elle va, bien entendu, entraîner la mort du patient. Et cet homme me dit tu ne me couperas pas la jambe, voilà. Tu vas me mettre les 2 jambes en même temps dans le cercueil. J'ai passé 90 ans, j'estime que ma vie a été accomplie. Je te demande simplement de ne pas souffrir. À cette époque-là, c'était il y a 30 ans quand même. Donc je tourne dans ma tête et j'ai même eu, je m'en souviens, un soir, l'idée de l'endormir malgré lui par la tubulure de la perfusion et de lui couper la jambe. Puis après, je dis après il aura la jambe coupée et puis il vivra. Et finalement, j'ai cédé, peut-être parce qu'il était assez sûr de lui, assez autoritaire, assez serein. Et finalement, j'ai accompagné cet homme sans souffrir, avec un refus d'un traitement qui le sauvait. Et j'ai accepté sa liberté, ou plutôt sa volonté, dans un contexte qui, à cette époque-là, m'avait fait convoquer par le directeur d'hôpital et par mes collègues sympathiques, plus âgés que moi, et qui m'avaient expliqué qu'il ne fallait pas faire d'euthanasie à l'hôpital d'Antibes, même si éventuellement ça se pratiquait à Marseille. Bien, aujourd'hui, je continue à penser que ça n'était pas un acte d'euthanasie. C'était un acte qui respectait un choix éclairé, lucide, d'un homme qui considérait que, ma foi, il avait vécu sa vie et qu'il arrivait au bout du chemin et qu'il ne voulait pas que la médecine le prolonge à ses yeux, anormalement. Et vous voyez qu'il y a bien une différence et une conjonction, ou plutôt un antagonisme permanent entre l'autonomie de la personne et sa liberté, et en même temps la solidarité et la protection de sa vulnérabilité. Et au fond, tout le débat sur la fin de vie, comme beaucoup de débats, sont des conflits de valeurs. Il n'y a pas d'un côté le bien et de l'autre côté le mal. Il y a 2 biens. Un bien qui est l'autonomie de la personne et sa liberté, un bien qui est le respect de sa vulnérabilité, de sa fragilité et de la protection qu'une société doit aux plus fragiles. Et que de temps en temps, elles s'affrontent dans une situation particulière
sur laquelle il faut prendre une décision, mais qui n'est jamais stéréotypée. Je vais vous citer un autre exemple. Un jour arrive à l'hôpital, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, une jeune femme de 30 ans qui a une hémorragie utérine majeure. Elle est en danger, elle va mourir si on ne fait rien. Elle est témoin de Jéhovah et dit clairement qu'elle ne veut pas être transfusée. Le médecin passe outre et la transfuse. Et après l'avoir transfusée, il y a procès qui va jusqu'en Conseil d'État. Que dit le Conseil d'État? Le Conseil d'État dit, écoutez, cette femme, elle allait mourir, le médecin a bien fait de la transfuser. Je résume, et pardon, je caricature un peu la décision du Conseil d'État. Et donc, lorsqu'on réfléchissait à ce sujet, je me suis dit, bon, ben ça va, c'est simple. Il y a la liberté, il y a la vie, c'est toujours la vie qui gagne sur la liberté. Et le président du Conseil d'État me dit, ne croyez pas ça. Si vous aviez eu affaire à une personne en fin de vie, à un grand vieillard, à un sujet avec un cancer évolué, qui refuse une transfusion et que vous la fassiez quand même, vous auriez violé sa liberté et vous auriez ajouté de la souffrance à son malheur. Et le Conseil d'État aurait décidé alors que vous aviez tort de le transfuser contre son avis. C'est intéressant ces deux situations, parce que ça prouve bien que finalement, les lois, quand elles parlent d'éthique et qu'elles acceptent l'idée qu'il y a des conflits de valeurs, elles doivent essayer de se mettre dans ce que les Grecs appelaient le praxis, c'est-à-dire au cas par cas, en pratique, avec des grandes règles qui éclairent la décision, avec des procédures qui obligent à concerter, à la transparence, à la collégialité, mais en même temps ne pas avoir des situations, des décisions qui seraient stéréotypées et qui seraient binaires, et qui, un jour, imaginez qu'on rentrerait les paramètres à l'intérieur de l'ordinateur et qui vous sortirait la décision médicale. Heureusement et malheureusement, c'est moins confortable que ça de discuter d'éthique et discuter de la fin de la vie. La loi. Fallait-il une loi? Lorsqu'on a écrit la première loi en 2005, on n'était pas sûr qu'il y en faille une. Et d'ailleurs, l'histoire a fait que ce n'était pas une loi qu'on était prêt à faire, on était plutôt parti sur un rapport, des recommandations, etc. Il y a des petits miracles à l'Assemblée nationale, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a de temps en temps. Et à la fin de cette mission, alors qu'on signait un rapport, les députés de gauche, les Verts, les communistes et les socialistes et les radicaux de gauche sont venus me voir en disant si, au lieu de faire le rapport, tu fais une loi, on la co-signe et on la vote. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et c'est pour ça que c'est une loi parlementaire, et c'est pour ça que c'est une loi à l'unanimité, parce que c'est une loi qui, au départ, avait abouti à une telle, je dirais, à une tel abattement des certitudes qui faisait place à ce doute collectif, à cette recherche collective, que nous avions l'impression qu'à la fois tout était clair et tout était difficile et complexe, et que dans cette complexité, il fallait sortir des grands axes. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas souffrir, je ne te prolongerai pas de manière anormale.